Oui, désolé, nous avons eu un petit souci technique à l'instant, comme vous avez pu le constater, puisque je vous rassure, vous êtes toujours en direct sur la page Facebook de IMAS Presse Réunion, IMAS Presse Réunion, page officielle. Je suis toujours avec mon collègue et je suis toujours en compagnie du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Rebonjour, monsieur le président, désolé pour ce Bonjour. petit incident technique. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? C'est la seconde émission, hein, vous les Imasiens et les Imasiennes. Vous avez pu voir notre première émission, ce premier format d'émission qui s'appelle Nous l'invité et répondre à Zot. On a commencé la première émission, c'était jeudi dernier avec le maire du port, monsieur Olivier Waro. C'est la deuxième émission du genre. Et le président de la CCI a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses avec nous d'abord et ensuite surtout avec vous, Imasiens, Imasiennes, hein, chers internautes qui nous faites le plaisir de nous regarder. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Mon collègue Antoine, que vous avez vu tout à l'heure, nous rejoindra bientôt pour pouvoir justement poser vos questions. Et en attendant, Monsieur le Président, le Covid est passé, le Covid est toujours là, la situation économique de la Réunion est catastrophique. Vous avez déjà connu ce type de situation? Non, jusqu'à maintenant, c'est une situation inédite que ni la Réunion, ni l'Outre-mer, ni la métropole ne l'a connue. Donc c'est une situation vraiment exceptionnelle et c'est pour ça qu'on avait demandé à plusieurs reprises, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Combien, alors, on a coutume de dire qu'il y a environ 47% des salariés du secteur privé qui ont été mis en chômage partiel lors du confinement. On parle de 4000 entreprises qui sont ressortissantes de la Chambre de commerce, 4000 entreprises qui seraient menacées à terme et presque autant de salariés. Qu'en est-il exactement? Quels sont les chiffres de la catastrophe? Et c'est toujours une épée de Damoclès. Pourquoi? Parce que c'est à partir du 11 mai, au moment du déconfinement, que vraiment on va rentrer dans le véritable problème. Il y a une belle avancée au niveau du gouvernement. La Chambre a obtenu comme l'annulation des charges sociales, on a obtenu la mensualisation des aides de 1500 euros, on a forcé un peu pour obtenir quand même quelque part beaucoup de souplesse dans le dispositif Fonds de solidarité régionale. On a obtenu, je dirais, les moyens. Au début, c'était comme minimum un salarié. On a pu ramener ça donc à 0 salarié, ce qui ouvre la porte quand même à 29 606 entreprises qui ont 0 salarié à La Réunion. Il y a une belle avancée, mais ça reste largement insuffisant. Pourquoi? Parce que dans ce déconfinement, il y a un coût. Il y a un coût parce que ce déconfinement, aujourd'hui, le kit de déconfinement, ça va durer dans le temps. Je dis, c'est pas sur un mois, 2 mois, 3 mois. Et ce coût-là, qui va le financer? Parce que les petites entreprises aujourd'hui, qui sont à 94% majoritaires donc à La Réunion, ces entreprises aujourd'hui sont en train effectivement de supporter ce coût-là, les hydroalcooliques, les gestes barrières, les stickers, les masques et les gants et tout ce qu'on veut, quoi. Et donc là aussi, et quelque part, quand il faut absolument aller vers 4 ou 5 personnes maximum avant de rentrer dans le magasin, c'est quand même faire respecter tout ça. Tout ça, c'est quand même un coût et de l'énergie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce coût-là, le Fonds de solidarité nationale va se terminer au mois de mai. C'est quand même 3 mois. On a obtenu la mensualisation et j'ai dit là aussi, l'État, c'est une belle avancée aussi, effectivement, en fonction de nos demandes. Mais après le mois de mai, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va être confronté à un coût qui ne va être plus pris en charge par personne, ni l'État, ni les collectivités. Après, il y a un deuxième problème qui va surgir, le chômage partiel. Qu'est-ce qu'on fait du chômage partiel? Ça va se terminer au 1er juin. Vous avez des activités aujourd'hui telles que l'événementiel, aujourd'hui qui vont reprendre qu'au mois de septembre. Vous avez les activités restaurants, mais je crois que là-dessus, le chômage partiel est prévu et un allongement prévu. Mais vous avez aussi les petites entreprises qui n'ont pas aujourd'hui la capacité de reprendre l'activité à 100%. Donc, ils vont travailler avec un effectif réduit. Et s'ils n'ont pas la capacité de payer l'ensemble des effectifs, ils ne pourront pas supporter le coût de licenciement. C'est pour ça, notre demande, nous avons fait un courrier au président de la République, au Premier ministre et au préfet, et qui va partir, le courrier il est fait depuis 2 jours, il va partir le courrier pour dire 3 choses qu'on a demandé. Un, c'est prolonger le Fonds de solidarité nationale pour qu'on puisse aider les entreprises à obtenir toujours cette aide-là. Peut-être pas 1500 euros, peut-être on peut revoir effectivement le montant, mais ne serait-ce que pour supporter un coût jusqu'à la fin de l'année. On a demandé deuxièmement, on a demandé quelque chose d'important, c'est proroger le chômage partiel pour nos entreprises jusqu'à la fin de l'année. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La majorité des écoles ne s'ouvrent pas et vont l'ouvrir seulement à la rentrée au mois d'août. En attendant, du 11 mai au mois d'août, il y a une confrontation entre le salarié qui a conscience qu'à un moment donné, peut-être qu'il a obligation de garder son enfant ou sinon d'aller travailler. Donc il va y avoir à un moment donné un problème conflictuel justement entre vouloir garder mon enfant ou vouloir aller travailler.
Donc, c'est là que le chômage partiel devient quand même très important pour deux raisons. Permettre aux salariés qui ne peuvent pas venir pour la garde des enfants, mais permettre aussi à l'entreprise qui ne peut pas aujourd'hui, par rapport au chiffre d'affaires, n'est pas en rendez-vous. Étant donné que le chiffre d'affaires n'est pas en rendez-vous, permettre effectivement donc, à l'employeur qui n'a pas la capacité de payer l'ensemble de ses salariés, de pouvoir effectivement accéder au chômage partiel. Donc, je vais mettre le chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Et troisième élément important qu'on a demandé dans le courrier, c'est l'annulation des charges fiscales. La Chambre de commerce, nous avons été effectivement, dès le début de cette crise, nous avons demandé qu'il n'est pas question de reporter. Zéro chiffre d'affaires, c'est zéro charge. Donc, il est question d'annulation des charges. Nous avons obtenu satisfaction de l'annulation des charges sociales récemment. Et là aussi, c'est une belle avancée. Mais rien n'a été dit concernant les charges fiscales. Donc, comment on va faire justement pour payer les charges fiscales pendant la durée du confinement, sachant qu'il n'y a pas eu d'activité? N'oublions pas que 76% des entreprises ont subi une fermeture administrative. C'est une fermeture obligatoire, qu'ils n'avaient pas le choix. C'est vrai que la santé a un prix, et je comprends parfaitement effectivement les conditions strictes et sanitaires parce qu'il faut quand même faire en sorte que les gens ne soient pas contaminés. La santé est quand même très importante. Mais après, derrière ça, aujourd'hui, il faut aider les entreprises à relever la tête. Et si on n'arrive pas à faire évoluer justement ces trois volets qu'on demande, l'annulation des charges fiscales, le chômage partiel et la reconduction du dispositif de solidarité nationale jusqu'à la fin de l'année, c'est vrai que si on ne va pas dans un accompagnement fort, j'ai peur que le chiffre effectivement donné par la CCIR de 4000 entreprises et 3600 salariés, ça risque fortement justement d'être effectivement dans ces données. Alors vous parliez, vous l'avez souligné, vous disiez que le gouvernement avait accepté d'annuler les charges sociales des entreprises qui ont été obligées de fermer. Lorsqu'on se renseigne un petit peu justement auprès des entreprises ou tout simplement auprès des cabinets comptables, on nous dit que jusqu'à présent, le texte qui prévoit ces annulations n'a toujours pas été promulgué. C'est normal, le décret est en cours. Le décret est en cours. Quand un ministre l'annonce justement aux côtés du Premier ministre, je ne pense pas que le gouvernement il fasse une déclaration comme ça, juste dans le but de faire une déclaration. Le gouvernement a toujours été quand même sérieux dans ses déclarations. Chaque fois que le gouvernement annonce quelque chose, après il faut attendre son application, ça prend un peu de temps. Mais l'application, effectivement, donc va tomber. Vous n'avez aucune crainte là-dessus? Non, il n'y a aucune crainte. Je n'ai aucune crainte quant à la décision du gouvernement dans ses annonces. Le gouvernement, quand il annonce quelque chose, il le fait. Moi, ce n'est pas dans ces annonces-là ma crainte, c'est dans ce qui n'a pas été annoncé. Ma crainte est dans ce qui n'a pas été annoncé. Le décret va suivre concernant tout ça, concernant effectivement ces annonces-là. Mais c'est dans ce qui n'a pas été annoncé. Et donc, si on veut aujourd'hui éviter une catastrophe économique plus forte, plus dure, plus violente, il faut accompagner les entreprises plus fortement, au moins ne serait-ce sur ces trois volets. Est-ce que vous avez connaissance, Monsieur le Président, d'entreprises qui ont déjà définitivement mis la clé sous la porte? On n'a pas un chiffre exact, mais ce que je sais, beaucoup d'entreprises ont fait, on ne sait dire non pas. J'ai dit depuis le 11 mai, il y a des entreprises qui n'ont pas réouvert effectivement. Il y a pas mal d'entreprises, il y a des centaines d'entreprises. Est-ce que ces entreprises vont réouvrir effectivement dans quelques temps, on ne le sait pas. Donc on n'a pas une estimation aujourd'hui claire et lisible du nombre d'entreprises aujourd'hui qui ne reprendront pas l'activité, mais il y en a déjà. C'est le cas déjà, mais on n'a pas le chiffre exact. Est-ce que vous craignez pour le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, qui lui, non seulement n'a pas, le secteur aussi des salles de sport, plusieurs secteurs comme ça, qui non seulement n'ont pas réouvert, mais qui n'ont même pas de date possible de réouverture? Je veux dire, tout ce qui touche le tourisme, tout ce qui touche l'événementiel, on a dit que c'est au mois de septembre, mais c'est limité à 5000 personnes. Je veux dire, tout ce qui touche le tourisme, l'événementiel, la restauration, j'ai dit, ils sont en première ligne et encore plus impactés parce qu'ils ne sont pas encore dans le déconfinement malheureusement. Et c'est un secteur qui doit être aidé. Pourquoi? Parce que si je parle sur le tourisme, il y a 100 millions d'euros de pertes sur 2 mois. Sur la restauration et l'hôtellerie, on a pour 50 millions d'euros justement de pertes entre les tables d'hôtes et les gîtes. Et sur l'ensemble des activités non essentielles, sur 2 mois, sur un échantillon de 789 entreprises, sur une enquête de la Chambre de commerce, 362 millions d'euros de pertes sur 2 mois. Sur un échantillon de 789 entreprises. On n'est pas sur un échantillon sur l'ensemble des activités concernées. Après, il y a des activités, qui étaient essentielles, comme les grandes surfaces, effectivement, qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais aujourd'hui, c'est qui souffre justement dans cette affaire? C'est les petites entreprises qui souffrent. L'accompagnement doit être fait aux côtés des petites entreprises et pour les petites entreprises. Parce que n'oublions pas, c'est ceux qui créent le plus d'emplois à La Réunion, c'est les petites entreprises. Nous sommes à 94% et nous créons autant ou plus d'emplois que les grandes surfaces. Eux, ils avaient la possibilité d'ouvrir, mais je suis ravi pour eux. Au contraire, j'ai dit, il faut que les consommateurs puissent quelque part se restaurer, puissent quelque part trouver comme leur repère. On ne peut pas tout fermer non plus. Là, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais là où il y a eu quand même une injustice, effectivement, au niveau des petites entreprises, ils ne comprenaient pas pourquoi le secteur non alimentaire,
qui était une activité non essentielle est restée une activité ouverte dans les enseignes des grandes surfaces. Alors, avant de te passer aux questions des internautes avec mon collègue qui est juste derrière moi et qu'on va retrouver dans un instant, on nous demande aussi qu'est-ce que la Chambre de commerce, très concrètement, fait pour aider ses ressortissants. Écoutez, nous avons été le premier. Écoutez, j'ai été invité sur le plateau d'une télé le 16 mars pour parler effectivement du confinement. La première chose que je dis, que la Chambre de commerce va accompagner les commerces, la première chose que je dis, il n'est pas question de reporter les charges. Il n'est pas question justement de discuter le report, il est question d'annuler les charges sociales et fiscales. On a obtenu ça. J'ai écrit le 23 mars au président de la République 5 points. Dans mes 5 points, je parle de l'annulation des charges. J'ai demandé la mensualisation des aides. Il n'est pas question qu'on ait 1 500 € une fois et qu'on est effectivement dans un déconfinement de plus de 2 mois. On a obtenu gain de cause sur la mensualisation. On s'est battu sur le dispositif 2 où il était fermé. On exclut, enfin, les entreprises de moins de 0 salariés étaient exclues. Donc, ça représentait 29 606 entreprises. On a obtenu gain de cause et le gouvernement, un décret qui va tomber, qui le ramène effectivement et qui donne accès aux 0 salariés. Donc, nous avons été sur énormément de fonds. Pour les entreprises qui partaient en retraite, et il y en a, ça représentait 1 millier de personnes concernées, dans le courrier de la Chambre de commerce, on a obtenu gain de cause justement, où effectivement, dans les 0 salariés, on donnait la possibilité aussi à petites entreprises d'être éligibles au Fonds de solidarité nationale. Nous avons pu effectivement obtenir gain de cause pour l'événementiel, qui n'était pas accessible au début et qui est devenu accessible. Donc la Chambre de commerce était le précurseur d'entrée depuis le 16 mars. On n'a pas arrêté d'écrire, on n'a pas arrêté d'alerter le gouvernement, et j'ai dit qu'une belle avancée, on a obtenu une partie effectivement de satisfaction sur nos demandes. Il reste encore quelques points effectivement où on a d'incompréhension, on n'a pas obtenu aujourd'hui de réponse, mais qu'on continuera à alerter le gouvernement et à sensibiliser le gouvernement pour que ces 3 points, c'est quand même des points essentiels. Il faut savoir que la Chambre de commerce est restée fermée au public, mais est restée ouverte. On a mis en place une cellule de crise de 22 personnes entre effectivement le nord et le sud. C'est des salariés effectivement qui étaient sur place, des conseillers d'entreprise, et dont 22 ont été à l'écoute de nos entreprises. On a mis en place une plateforme téléphonique, on a mis en place une plateforme de mail, on a mis en place une plateforme de SMS, on a mis de la hotline qui a explosé pour aider l'entreprise à remplir effectivement le formulaire du dispositif et les accompagner. Justement. Certaines entreprises se sont plaintes de ne jamais avoir personne au bout du fil, ou alors d'avoir des mails qui sont restés longtemps sans réponse. Il s'est passé quoi, Ibrahim Patel? Alors, à la Chambre de commerce, on a accompagné près de 5000 personnes. Sur l'espace, effectivement, qu'on a mis en place du 17 jusqu'à avant le déconfinement, on était à plus de 5000 personnes accompagnées. Nous avons reçu énormément de messages de soutien ici, de félicitations, d'encouragement. On a reçu des SMS. Moi-même, je le recevais effectivement directement, aussi bien nos collaborateurs et aussi bien effectivement sur la plateforme en ligne et aussi bien même dans les émissions. Dans les émissions de radio, on avait questions-réponses. Beaucoup de monde, effectivement, qui était le standard, qui appelait et remerciait quand même la Chambre de commerce du travail effectué. On ne peut peut-être pas satisfaire l'ensemble, mais on arrive à satisfaire un maximum d'entreprises aujourd'hui dans cet accompagnement-là. Et je remercie ici l'ensemble de nos collaborateurs du conseiller d'entreprise qui ont, malgré ce confinement, qui n'ont pas cessé d'être aux côtés effectivement de nos entreprises. Alors, on va maintenant retrouver justement ce public dont vous nous parliez avec mon collègue Antoine Avajan qui va nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Première série de questions peut-être, Antoine? Alors oui, on a un thème qui revient beaucoup avec nos internautes, d'abord concernant les aides. Parce qu'avec tous les dispositifs d'aide, c'est vrai qu'il y a une certaine confusion qui peut régner parmi les Réunionnais. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le montant de ces aides et à quelles échéances elles sont versées, en tout cas vous, des assurances que vous disposez? Alors, pour les aides, il y a 3 dispositifs. Je ne parle pas du PG, je ne parle pas du pré-rebond, je parle sur les aides. Il y a 3 dispositifs. Il y a le dispositif 1, le Fonds de solidarité nationale géré par le DGFiP. Plus de 20 000 entreprises l'ont obtenu déjà pour le mois de mars. C'est quand même une avancée significative et c'était très rapide. C'est vrai que la DGFiP a été très rapide là-dessus. C'est 1 500 €, mais c'est mensualisable. On avait demandé la mensualisation, on l'a obtenu. Donc, je veux dire, pour le mois de mars, il fallait effectivement faire le dossier du 30 mars au 30 avril, 1 500 €. Pour le mois d'avril, il fallait faire du 30 avril au 30 mai. Et pour le mois de mai, il faudra le faire du 31 mai au 30 juin. Donc, vous l'obtenez 3 fois. Donc, ça fait 4 500 €. Ça, c'est le premier dispositif. Vous avez un deuxième dispositif qui s'appelle le Fonds de solidarité nationale 2. Donc, c'est un fonds de l'État, mais qui est géré par la région. Et donc, ce fonds, c'est de 2 000 à 5 000 €. Au début, il y avait effectivement un blocage parce qu'on excluait les entreprises de moins de 0 salariés. Donc, ça représentait une 29 606.
On a obtenu effectivement du gouvernement, du ministre, effectivement la levée justement de ce verrou. Donc maintenant, les zéro salariés peuvent accéder donc à ce fonds, à condition d'avoir eu un refus du PGE. Ils ont demandé effectivement un prêt bancaire et d'avoir eu un refus effectivement donc sur ce prêt bancaire. Donc ils sont éligibles à ça. Troisième fonds, c'est un fonds de solidarité régional, donc de la région, et c'est un fonds effectivement de 1 000 à 2 500 euros en fonction du chiffre d'affaires, de 50 000 à 500 000 euros. J'ai fait le point, j'ai même communiqué hier effectivement sur ça. Il y a eu 9381 dossiers effectivement qui ont été de demande donc au niveau de la région. Et là-dessus, il y a eu 2016 dossiers déjà payés depuis une semaine, 2754 dossiers aujourd'hui qui est en paiement, là, donc il va se faire cette semaine. Et le reste, effectivement, c'est de dossiers aujourd'hui qui sont en attente, en train effectivement d'être étudiés. Mais ça reste là, je disais dans mon courrier d'hier, ça reste largement insuffisant. Parce que 9381 entreprises, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai demandé dans le courrier que j'ai fait effectivement à l'ensemble des entreprises, par emailing, je leur ai dit il faut absolument aller faire ce dossier-là. Et j'ai même mis le lien justement dans la communication. J'ai mis le lien, il faut juste cliquer. Et là aussi, pareil, on a de l'outline. L'outline explose ici. On a 8 personnes derrière l'outline qui accompagnent les entreprises qui ont la difficulté ou qui ne voient pas effectivement comment monter ce dossier. On peut l'aider, on peut l'accompagner à faire ce dossier. Et ce qui est le cas aujourd'hui, sur les 5000 personnes, près de 40% aujourd'hui ont été aidés à partir de l'outline. Alors, avant de vous laisser de nouveau avec les internautes, Ibrahim Patel, juste une question parce que vous venez de l'aborder. Vous avez dit qu'il y a des prêts qui ont été refusés par les banques. Comment vous jugez l'attitude des banques aujourd'hui tout au long de cette crise? Les banques ne jouent pas le jeu. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je n'ai pas arrêté de marteler dans toutes les communications, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux, les banques ne jouent pas le jeu. Et à force que les banques ne jouent pas le jeu, le gouvernement est obligé de sortir un décret pour imposer les banques la motivation du refus par écrit. Ce n'était pas le cas, Au début, les gens qui faisaient une demande, s'il n'avait pas de réponse dans les 10 jours qui suivent, il fallait considérer comme c'était effectivement nul. La décision était effectivement refusée, mais sans motivation. Un décret est venu aujourd'hui préciser ça et imposer les banques. Donc aujourd'hui, les banques sont obligations. Moi, j'ai dit effectivement aux gens qui ont fait une demande et qui n'ont pas de réponse, je leur précise qu'il y a un décret, à force effectivement de dire que les banques ne jouent pas le jeu, il y a un décret. Aujourd'hui, ce décret est publié. Ce décret est publié depuis déjà une dizaine de jours. Il y a obligation aux banques, effectivement, de motiver le refus. Par écrit, je dis. Et vous avez eu des contacts, vous, justement, avec le système bancaire ici? Vous avez discuté avec eux? Quelle a été leur écoute? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors, sur la première chose, je retiens une satisfaction sur la première audio que j'ai effectivement avec le président de la Fédération des banques, M. Rida Tekaya. J'obtiens une satisfaction sur une chose. J'avais demandé effectivement à M. Rida Tekaya, pour l'ensemble des banques, que c'est clair, que si aujourd'hui on va arriver fin mars, c'était au mois de mars, on va arriver fin mars et vous allez vous retrouver avec des entreprises qui ne pourront pas payer le salarié. Je leur avais demandé, soit d'accorder un découvert parce qu'ils ne l'ont pas, soit d'augmenter le découvert sur la preuve de justificatif que le chômage partiel a été effectué. À partir de là, j'ai une satisfaction effectivement. Il m'avait dit qu'il allait consulter les autres banques. J'ai une réponse effectivement, comme quoi que c'est bon, les autres banques sont d'accord effectivement. Mais sur tous les autres points, mais malheureusement, là aujourd'hui les banques commencent peut-être fallait mettre l'appareil en place, mais sur tous les autres points, il y a une lenteur administrative. Et je vous donne un exemple. La première enquête qu'on a fait justement de le confinement, 79% des gens qui ont été interrogés, sur 1990 personnes en entreprise interrogées, 79% ne croient pas en leur banque. Ça, c'est l'enquête, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête. C'est l'enquête qui a été faite en ligne, 79%, et ça a été ramené à 74% dans la deuxième enquête, qui ne croient pas. Et pourquoi? On parle toujours de la lenteur administrative, on parle effectivement de la paperasserie, on parle effectivement comme quoi qu'il n'y a pas de réponse derrière. Donc ça. Et moi, j'avais demandé aujourd'hui aux banques de faire un effort, d'aller plus vite. Preuve en est, quand j'étais effectivement sur le plateau d'une télé, il y a quelqu'un qui a appelé pour me demander pourquoi j'accable les banques. Je pense que c'est un conseiller qui a appelé. Dans les questions, j'ai répondu que je n'accable pas les banques. Je demande aux banques de faire leur travail. J'ai dit aux banques une chose, on ne peut pas analyser un dossier en fonction d'une situation normale, alors qu'il faut l'analyser dans une situation effectivement inédite, exceptionnelle. Donc on analyse le dossier en fonction de la situation qu'on se trouve dedans, donc le Covid-19. On ne peut pas gérer l'analyse de la même manière. Bon, aujourd'hui, les banques commencent aujourd'hui à améliorer, le système à améliorer, mais il reste quand même un chemin à parcourir.
D'accord. Antoine, avec vous, une seconde série de questions? Une seconde série de questions, cette fois qui nous provient de Luis Quintana, qui vous parliez justement de la lenteur administrative. Luis Quintana s'inquiète du fait que ces promesses ne se réalisent pas. Quelle garantie, si vous êtes en mesure d'en fournir, vous pouvez fournir à nos internautes qui s'inquiètent de l'application, de la mise en œuvre de toutes les aides pour lesquelles vous œuvrez? Mais alors, écoutez, j'ai dit, il y a une belle avancée. Et il y a même une avancée justement au niveau de la préfecture. Au début, tout ce qui n'était pas à jour des cotisations sociales et fiscales, le préfet avait la possibilité d'adapter aujourd'hui donc ces dispositions. Donc, on a donné la possibilité, ceux qui n'étaient pas à jour des cotisations sociales et fiscales, d'être éligibles aux 1 500 euros. Aux 1 500 euros, à condition aujourd'hui de s'engager donc à mettre en place un échéancier. Ça a été le cas, ça a été acté. Aujourd'hui, sur les 0 salariés, le décret va sortir. Les décrets sortis sur l'annulation des charges sociales, le décret est en train de paraître. Donc, tout ce que le gouvernement a annoncé à la demande de la Chambre de commerce, aujourd'hui, soit le décret est sorti et le décret est en passe de sortir. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas, c'est juste une question de temps, mais c'est une annonce quand même du ministre, du Premier ministre, du ministre effectivement de l'économie, et devant toute la population française. Donc, dans toute la procédure, je ne pense pas que le gouvernement puisse se faire aujourd'hui des décisions comme ça, des déclarations ou des annonces et que l'intention ne suit pas. Donc, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus et ça va se faire, il n'y a pas de problème. Mais là où tout le monde, on doit jouer de solidarité, c'est les 3 points, les 3 ou 4 points qui restent important, c'est l'annulation des charges fiscales. Aujourd'hui, l'annulation des charges sociales, ça y est, c'est acté. Et le monsieur, il n'a pas à s'inquiéter, on ne va pas lui réclamer on va réclamer les charges sociales parce que c'est acté. Et pour ceux qui ont payé, il va y avoir un avoir ou un remboursement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est l'annulation des charges fiscales. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de réponse effectivement du gouvernement à ce sujet. Et c'est important parce que le fiscal coûte beaucoup plus cher que le social. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse gagner la confiance du gouvernement par rapport justement à cette décision. Deuxièmement, le Fonds de solidarité national, ça a très bien fonctionné. Ça fonctionne très bien. On était effectivement sur le promo, plus de 20 000 personnes qui l'ont actionné, qui ont obtenu une aide. Donc ça a fonctionné. On a demandé la mensualisation, ça a été obtenu. La mensualisation, c'est obtenu, c'est dans le décret, c'est sorti. Les gens l'ont fait, les gens auront à faire fin mai. Il faut qu'ils le fassent à nouveau fin mai jusqu'à fin juin pour le 3e mois. Mais il faut aller au-delà de ça. Même si ce n'est pas au même niveau, il faut qu'on arrive à faire comprendre au gouvernement qu'il y a un coût dans le déconfinement. Et ce coût, les petites entreprises ne pourront pas le supporter longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir ce fonds-là, même si ce n'est pas au même montant, à la même hauteur, mais qu'on puisse obtenir ça. Le chômage partiel, il faut qu'après le 1er juin, le chômage partiel soit maintenu jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises aujourd'hui qui n'auront pas la capacité de pouvoir payer tous ces salariés par rapport au chiffre d'affaires. Malheureusement, le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous. Il ne sera pas au rendez-vous avant longtemps. Il y aura un chiffre d'affaires qui revienne effectivement, mais timidement, donc progressivement. Donc il faut accompagner les entreprises sur le chômage partiel. Effectivement, c'est ce que vous avez dit en début d'interview, Ibrahim Patel. J'aurais une question là pour rebondir avec vous. Les entreprises en difficulté, les entreprises qui étaient en difficulté, parfois certaines d'entre elles très gravement en difficulté avant la crise du Covid-19, est-ce que ces entreprises certaines sont en sauvegarde, certaines sont même en redressement, est-ce que ces entreprises doivent aussi ou seront également éligibles à ces aides ? Alors, là aussi, c'est bien précisé. On a obtenu aussi satisfaction pour les entreprises qui sont en procédure de sauvegarde d'être éligibles aux aides. Ce n'était pas le cas. C'était aussi une demande de la Chambre de commerce et de l'ensemble effectivement des autres partenaires. Et on a obtenu gain de cause. Les entreprises qui sont en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et tout ça, ils sont éligibles à ces aides-là. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le gouvernement, effectivement, donc l'a remis dans le dispositif. Parce que comme le décret n'était pas encore paru, donc le gouvernement était en train de le créer, on avait demandé, nous, aujourd'hui, pour les entreprises qui sont en redressement judiciaire, qui soient éligibles effectivement au chômage partiel, c'était le cas, qui soient éligibles au Fonds de solidarité nationale, c'était le cas. Donc là aussi, c'était dans le décret. Là, je veux dire, ce n'est pas une annonce qu'on attend. Ça a été précisé dans le décret avant même que le décret est sorti. Nous, on a demandé de compléter le décret sur un certain nombre de dispositifs. Et on a été entendu justement partiellement sur un certain nombre de points. Alors juste avant de vous relancer, on a un internaute, Nankou Samir, qui nous demande de comment faire pour parler en direct. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais écoutez, Samir, il vous suffit simplement de poser vos questions ici, de les écrire. Et mon collègue Antoine, qui est à côté de moi, les relaiera au président de la Chambre. Et je voulais revenir avec vous, Ibrahim Patel, justement sur ces entreprises en sauvegarde ou en redressement judiciaire qui auront droit, elles également, aux aides. Vous ne craignez pas que les entreprises qui, elles, étaient saines avant ce confinement, avant cette crise, disent après tout, on est tous logés à la même enseigne, alors que nous, on est frappés de plein fouet alors qu'on se portait parfaitement bien avant. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures ?
c'est pas une question de deux poids, deux mesures. Je dis à personne ne s'attendait à ce Covid-19. Je dis à personne ne s'attendait que le monde soit frappé effectivement donc de cette épidémie, de cette pandémie. Ça, c'est la réalité des choses. Après, on se retrouve dans une réalité, on est confronté à cette réalité-là. Ça c'est la première chose à dire. Mais il y avait des entreprises aujourd'hui qui étaient saines, qui n'avaient pas besoin de prêts. Et aujourd'hui, on demande aux entreprises. Là aussi, c'est aussi les entreprises, effectivement, c'est les remontées d'informations, les discussions que j'ai avec les entreprises. On demande aux entreprises de faire un prêt. De faire un prêt à 0,25 pendant la première année. Et je dis, après, on va connaître le taux, effectivement, par la suite. Mais c'est un prêt qu'on doit rembourser. Il y avait des entreprises qui n'avaient pas besoin de prêt. Ils avaient la trésorerie, ça fonctionnait très bien. Et ils se retrouvent aujourd'hui à accepter un prêt au niveau du PGE. C'est très avantageux, mais c'est un prêt effectivement qu'il faudra rembourser. PGE, prêt garanti par l'État, Ibrahim voilà, Patel. Par l'État. L'État garantit 300 milliards d'euros à 90%. Donc, ça veut dire que les banques aujourd'hui ont très peu de risques. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut rembourser. Donc aujourd'hui, quand je constate qu'il n'y a pas énormément de demandes au niveau du PGE, il n'y a pas énormément de demandes, parce qu'on avait fait le point il y a 2 semaines de cela, on était à moins de 10 000, on était à moins de 8 000. Aujourd'hui, on a dépassé, effectivement, on a peut-être un peu plus de 10 000. Mais ça reste relativement faible, mais il y a une raison à cela. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas s'engager dans un prêt, sachant qu'après, il faudra rembourser ce prêt. Voilà la réalité. Alors, vous nous parliez, juste une petite précision, c'est important. Vous nous avez parlé d'un prêt avec un taux à 0,25, c'est le montant de l'assurance, hein, si j'ai bien compris. Mais le prêt en tant que tel, il est à taux zéro, lui. Oui, il est à taux zéro. Après une année, vous avez le choix à faire. Soit vous l'avez utilisé et vous continuez, donc il y aura un taux qui va être fixé après par la suite. Mais avant ça, c'est à taux zéro. Et c'est comme pour la région. La région, il a mis en plus effectivement le fonds rebond, qui est à 0 euros, mais de 30 000 à 300 000 euros. Et là aussi, c'est garanti par la BPI. Et là aussi, il y a un certain nombre de demandes. Et c'est vrai que le prêt rebond est plus avantageux, effectivement, que le PGE. On retrouve Antoine, certainement peut-être pour une dernière série de questions. Alors, c'est 2 questions qui finalement se rejoignent concernant les petites entreprises. Alors, vous savez mieux que quiconque, la Réunion est particulière en ce sens qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous avez fait des revendications supplémentaires pour que justement ces petites entreprises soient aidées avec cette image qui revient assez souvent? On dit qu'on aide, on donne des bouées à des entreprises qui savent déjà nager. Est-ce que vous prévoyez d'autres revendications? Je veux dire, les 3 revendications aujourd'hui, les 3 propositions qu'on a faites au gouvernement, et donc le courrier va partir, le courrier fait depuis 2 jours, il est très important de dire, pour les petites entreprises, il faut reconduire le fonds de solidarité national de 1 500 euros jusqu'à la fin de l'année pour les accompagner. Ça, c'est très important. Fin de l'année 2020. Fin de l'année 2020. Après, on fera un bilan. Si on ne le reconduit pas, ça va être catastrophique. Reconduire le chômage partiel, parce que les petites entreprises sont majoritaires à 94%, moins de 10 salariés. Je précise, donc il y a des entreprises moins de 10 salariés, on est à 94%. Mais eux, ils ne vont pas forcément pouvoir payer l'ensemble des salariés si l'activité ne redémarre pas totalement. Donc pour l'instant, l'activité, le chiffre d'affaires, il est au rendez-vous partiellement. Donc c'est pour ça il faut le chômage partiel. Le chiffre d'affaires partiel doit nous amener effectivement au gouvernement à remettre effectivement le chômage partiel en place. Là aussi, c'est une demande, une revendication qu'on fait. Et l'annulation des charges fiscales. Il n'est pas question de payer des charges fiscales pendant la durée du confinement. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas acté par le gouvernement. On va demander aux entreprises de payer les charges fiscales pendant la durée du confinement, de reporter. Et je vous donne un exemple. L'enquête qu'on a effectuée, 78% des entreprises n'ont pas souhaité accepter le report des charges sociales et fiscales. Pourquoi? Pas parce qu'ils voulaient payer, c'est parce qu'ils ne sont pas en capacité de payer. Ce n'est pas la même chose. Autre question, Antoine? Finalement, pas d'autres questions supplémentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Ibrahim Patel, on est toujours en direct avec lui. On va peut-être nous poser des questions supplémentaires. Donc, là, vous avez au fait répété ces revendications que vous avez énumérées tout à l'heure. Est-ce que vous comptiez, en tout cas comptez qu'elles soient spécifiques à La Réunion ou aider à d'autres territoires? On a un commentaire tout à l'heure qui disait qu'à Maurice, notamment, les entreprises étaient un peu plus aidées. Est-ce que vous pensez que ces aides puissent être étendues à des territoires français comme nos et notamment dans les Outre-mer et à Mayotte en particulier? Vous savez, quand on mène un combat, okay, et qu'on obtient gain de cause, c'est pour la Réunion, pour l'Outre-mer. C'est pour la Réunion, pour l'Outre-mer. La seule chose que c'est uniquement le département de la Réunion l'obtenu, c'est le prêt effectivement aujourd'hui qu'il a accepté, et ce qui est très bien, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas à jour des cotisations sociales et fiscales, si vous décidez effectivement de vous mettre à jour, vous êtes éligible au Fonds de solidarité nationale. Donc vous attestez sur l'honneur. Ça, c'est uniquement pour la Réunion.
pour la Réunion parce que c'est une décision qui a été prise par le préfet. Le préfet peut adapter effectivement sa décision en fonction, effectivement de la situation. Le préfet a pris une décision donc en ce sens, c'est pour la Réunion. Sinon, toutes les autres demandes qu'on a fait à ramener à zéro salarié, la mensualisation, c'est la Réunion qui a été le précurseur justement à déclencher justement les demandes et effectivement à améliorer le dispositif. Mais quand la Réunion demande l'amélioration du dispositif et qu'on obtient gain de cause et qu'on obtient satisfaction et qu'on a l'écoute du gouvernement, c'est pour l'ensemble de l'outre-mer. Alors Nankou Samir, tout à l'heure, qui voulait poser des questions en direct, lui, il nous dit « Je suis dans le tourisme depuis 25 ans à Maurice, j'ai des solutions. Qui va m'écouter? Comment il fait pour s'adresser à vous, Ibrahim Patel, s'il veut échanger avec vous ?» Écoutez, j'ai dit, moi, je lui donne un numéro de téléphone, 94 20 15 ou 94 26 02 62. Il appelle et il demande le rendez-vous. Mais s'il est à la Maurice, je vais dire, il faut qu'il soit ici à La Réunion, évidemment. Et dès qu'il est à La Réunion, moi, je le recevrai sans problème. Je dis, moi, j'ai un planning de rendez-vous. Je dis, une ou deux fois par semaine, je reçois des entreprises. Avec ou sans rendez-vous, il y a des entreprises qui viennent ici. Et sans rendez-vous, donc je les reçois entre deux réunions. Ça devait être dans mes habitudes. Et pour vous dire qu'en ce moment, je fais la tournée des communes. Je rencontre les chefs d'entreprise, je prends le pouls de la température et en même temps, je fais la distribution des marques. Je l'ai fait à Saint-Denis, hier à Saint-André, cet après-midi, je suis à Saint-Joseph, lundi, je suis au Tampon, mardi, je suis à Saint-Paul et je donne une série, effectivement, de déplacements sur l'ensemble des communes, effectivement, donc de la Réunion. Alors, Ibrahim Patel, on va mettre fin à cet entretien dans pas très longtemps, mais avant, j'aimerais, imaginons que les choses restent en l'état, comme elles sont ici, là, actuellement, aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas de seconde vague épidémique. Comment vous envisagez l'avenir économique de la Réunion à court et à moyen terme? Sur le tourisme, je le dis en toute honnêteté, il n'y aura pas un redémarrage, j'ai dit effectivement, de tout ce qui touche le tourisme à la Réunion avant mi-2022. Avant mi-2022. Pourquoi? Ça fait très longtemps. Très longtemps, c'est sur un an et demi. Moi, je l'estimais sur un an et demi, 2 ans. Pourquoi? L'aéroport aujourd'hui n'est pas en capacité d'ouvrir. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Écoutez, c'est une bonne chose parce qu'on essaye, n'oublions pas que le Covid-19 a démarré par rapport aux cas importés. C'est à partir de là qu'on a connu effectivement le problème du Covid-19. C'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose aussi pour l'économie parce que les deux portes d'entrée, les deux poumons économiques de la Réunion, c'est le port et l'aéroport. Donc voilà, ça c'est le véritable problème. Donc le port surtout, c'est le poumon d'entrée à deux niveaux, au niveau des frais, mais au niveau des passagers, et qui nous emmène effectivement, et qui nous emmène des revenus touristiques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir aussi, que la première des choses aujourd'hui, pour les gens qui sont dans les autres pays, la première des choses, c'est pas d'aller voyager. C'est pas aujourd'hui, ils ont d'autres priorités qu'effectivement d'aller voyager. Parce qu'ils ont aussi, comme nous, connu une baisse drastique effectivement de leurs revenus. Il y a aussi un pouvoir d'achat aujourd'hui qui baisse. Donc, pour moi, le tourisme ne va pas redémarrer avant mi-2022. Preuve en est que l'État va proposer un plan de 1,3 milliard d'euros pour le tourisme, qui va être proposé donc aujourd'hui, par le gouvernement pour relancer le tourisme. Parce que le secteur du tourisme aujourd'hui, sur 2 mois, c'est 100 millions d'euros. Donc, dans le tourisme, il va y avoir l'aérien qui va être impacté fortement. Dans le tourisme, il va y avoir tout effectivement l'artisanat local qui va être impacté fortement. Tout ce qui touche les restaurations, tout ce qui touche les hôtels, les tables d'hôtes et les gîtes, tout ça va être impacté fortement. Maintenant, si on veut essayer de sauver un minimum de ce côté-là, il y a aujourd'hui une réflexion à porter entre la région, l'IRT, le département, la chambre de commerce et l'État, évidemment. C'est faire du tourisme réunion-réunion. Je l'ai écrit, je l'ai dit dans un article, effectivement. Comme on avait fait à l'époque du chikungunya. Il faut faire le tourisme. Mais pour faire le tourisme réunion, il faut que les hôtels, les tables d'hôtes, tout le monde joue le jeu, les restaurants jouent le jeu, pour qu'on emmène les Réunionnais à s'évader chez eux. Donc là, il faut inciter les Réunionnais à s'évader chez eux. Mais comment d'aller dans un hôtel à Maurice, d'aller dans un hôtel à La Réunion. Comment inciter les Réunionnais à aller dans des hôtels, les hôtels de luxe ou des gîtes, même dans des gîtes par exemple, si leur pouvoir d'achat a baissé? Mais il faut que les hôtels jouent le jeu. Il faut que les hôtels fassent des prix pour la Réunion. Il faut qu'ils fassent des prix pour les consommateurs réunionnais. Je dis, mieux vaut qu'on ait une fréquentation dans les hôtels ou dans toutes les structures hôtelières effectivement de la Réunion Tabgine avec des prix abordables pour nos consommateurs que ne rien avoir. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde ne joue pas le jeu, le consommateur qui a perdu un peu de son pouvoir d'achat, les hôtels qui a perdu déjà son chiffre d'affaires, il n'est pas prêt d'ouvrir avant le 2 juin. On laisse entendre que c'est vers le 2 juin. N'oublions pas que les restaurants, je veux dire, ils peuvent aujourd'hui faire de l'emporter, de la vente emportée, mais ils ne peuvent pas faire du terrasse, ils ne peuvent pas accueillir les clients à l'intérieur. Mais c'est une perte de chiffre d'affaires. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on prend aujourd'hui
que ce cas de figure, à partir de ce cas de figure, c'est travailler sur le réunion-réunion. Je veux dire, dans les deux sens, le consommateur qui s'évade à la Réunion et la structure hôtellerie et tout ce qui touche effectivement le tourisme, quelque part, fasse ici un effort, justement, et un effort où les prix sont très abordables pour emmener les Réunionnais à fréquenter ces structures. Je retrouve Antoine pour une question. Alors, une question de nouveau de Luis Quintana qui dit qu'il ne faut pas seulement se préoccuper du commerce, il y a aussi d'autres secteurs comme l'artisanat et l'agriculture évidemment. Est-ce que vous menez une réflexion avec les autres chambres de la Réunion, les chambres de métiers de l'artisanat et la chambre d'agriculture? Alors, je vais annoncer une bonne nouvelle. On s'est réunis donc récemment, donc les 3 présidents de chambre de commerce, chambre des métiers, chambre d'agriculture. Et la semaine prochaine, on crée l'interconsulaire. Donc, on crée la structure de l'interconsulaire. C'est une association qui regroupe les 3 chambres effectivement consulaires. C'est une annonce, Ibrahim. C'est une annonce. Donc, je donne l'annonce. C'est une annonce officielle. Donc, on a travaillé déjà par 2 fois ici. Donc, les réunions ici, au présent des présidents, en présent des organisations syndicales qui étaient présentes, donc CPME et l'UDEP. Et donc, la structure de l'interconsulaire aujourd'hui va se mettre en place la semaine prochaine. La presse, effectivement, sera conviée, donc, justement, à ce moment précis. Et l'interconsulaire va porter la voie économique pour les trois activités concernées, pour les 3 secteurs concernés. Alors, Ibrahim Patel, vous nous avez donné votre vision de la Réunion économique du point de vue du tourisme, du point de vue de l'hôtellerie, du point de vue d'événementiel. Plus globalement, vous envisagez comment cet avenir économique à la Réunion dans les prochains mois? Sans un accompagnement fort, sans aujourd'hui être aux côtés des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de secteurs qui ne sont pas impactés. Okay? Surtout les activités non essentielles, l'avenir va être quand même morose et difficile. L'avenir va être morose et difficile. Mais pas seulement pour la Réunion, pas seulement pour l'outre-mer, pour la métropole. Je veux dire, ça va être au niveau mondial. Mais quand le monde est impacté, l'impact, effectivement, et concerne tout le monde, Il y aura des gens qui n'auront peut-être pas les moyens de venir ici à La Réunion. Nous avons 560 000 touristes, vous êtes d'accord avec moi. On ne va pas retrouver ce niveau-là de sitôt. Ça, il faut le reconnaître. Je veux dire, aujourd'hui, je donne un exemple. Air France, j'ai vu ça ce matin, Air France, il faisait des milliers de vols en Europe. Il est passé à 50. Il est passé à 50 vols. Sur un trafic aérien, il était à plus de 1000, il est passé à 50. Alors, comprenez que de 1000 à 50, il y a un problème. Ça veut dire aujourd'hui, et moi j'ai vu les chiffres qui sont tombés, jusqu'à septembre, l'activité aérienne prévoit 1,235 milliard de passagers en moins. Et dans le confinement, 252 milliards de pertes. On peut donner des chiffres pour la Réunion en termes de rotation, puisqu'on avait, bon an, mal an, une vingtaine de rotations journalières, toutes zones confondues, sur la Réunion à l'aéroport Roland-Garros. On a 3 rotations par semaine. Voilà, 3 rotations par semaine. Pour vous montrer, 3 rotations par semaine, il n'y a pas de rentabilité. On est qu'effectivement dans une baisse du chiffre d'affaires, effectivement, je veux dire, flagrant. Donc, c'est ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un accompagnement fort de l'État pour son économie, je veux dire pour l'outre-mer, pour la France. Et c'est vrai qu'on est sûr qu'on ne va pas s'en sortir de sitôt. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures d'accompagnement pour les petites entreprises, mais aussi des mesures d'accompagnement pour l'ensemble des secteurs d'activité, parce que tout le monde aujourd'hui sont rattrapés par ce Covid-19. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous, amis internautes, de nous avoir suivis pour cette seconde émission de Nous de l'invité Ecos Somzot. Cette fois-ci, c'était Ibrahim Patel. On vous retrouve très prochainement sur notre page Facebook IMAS Presse Réunion, page officielle, et sur notre site internet www.ipreunion.com et www.imaspresse.com. Passez une bonne journée.